Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue dans Les Vraies Voix. On est ensemble jusqu'à 19h avec Philippe Bilger, chatoyant comme d'habitude, avec Sébastien. C'est beau, chatoyant. Oui, j'aime bien ce mot. Ça veut tout dire. Voilà, vous prenez de ce que vous voulez de chatoyant. Ne pas le dégrader. Mais non, Sébastien Ménard qui est avec nous et François Pupponi, bien entendu. Et vous, au 0826 300 300. Ça va, Philippe David? Ça va très bien, et vous? On est très bien. On est très bien. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le vendredi 24 janvier à Paris, Elias, 14 ans, sort de son entraînement de foot. Deux adolescents tentent alors de lui voler son téléphone et le tuent d'un coup de couteau. Les deux suspects en cette affaire sont des mineurs, âgés de 17 et 16 ans. Il faut sanctionner plus tôt, plus vite, ne pas attendre que la situation s'aggrave pour sanctionner. Il y a une forme d'impunité qui s'est installée. Il faut remettre l'encadrement de type militaire pour les mineurs délinquants. Le projet de loi qui sera présenté permettra de sanctionner les parents de jeunes délinquants. Pour les mineurs, la primauté de l'éducatif reste sur le répressif. Arrêtons à chaque fait divers de ramener un coup politique. On a réformé la justice des mineurs il y a moins de 2 ans. Laissons le temps à chaque réforme de faire leur effet avant de vouloir tout de suite relégiférer dessus. Et l'Assemblée nationale qui examine une proposition de loi de Gabriel Attal sur la justice des mineurs. L'ancien Premier ministre veut donc remettre en cause l'excuse de minorité dans les cas graves et créer une comparution immédiate pour les jeunes délinquants. Alors parlons vrai, est-ce que la justice des mineurs est armée pour lutter contre l'hyperviolence de certains jeunes? Et à cette question, selon la gravité des crimes, doit-on juger les mineurs comme les majeurs? Vous dites oui à 92%. Vous voulez témoigner au délai Vraie Voix, attendre vos appels au 0826 300 300. C'est une vraie question, Philippe Bilger, oui. Puisque la violence des jeunes ressemble malheureusement à celle des plus âgés. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Ils sont de plus en plus violents et de plus en plus précocement. Mais la question posée par Sud Radio fait une synthèse rapide des mesures que propose Gabriel Attal, qui en réalité ne propose pas tout le temps de juger les mineurs comme des majeurs. Et je pense que ce qu'il propose est très pertinent sur le plan répressif. Ça ne veut pas dire que l'éducatif, qui a pris jusqu'à aujourd'hui une place trop importante, alors que, pardon pour la banalité, les mineurs d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec ceux de 1945, l'éducatif doit demeurer, mais à sa place, alors que par ailleurs, le répressif, avec ses modifications, peut avoir une importance décisive. J'ajoute que la loi 2021, pour répondre à l'intervention qui a terminé la présentation, la loi 2021, on savait d'emblée qu'elle était mauvaise. Et pourtant, elle a été votée. François Pupponi, tiens, l'élu local, vous l'avez constaté, vous à Sarcelles? Non mais que les jeunes d'aujourd'hui soient plus les mêmes que 45, ça c'est évident. Alors, la philosophie de Pourtant, il y a plein de gens qui disent le contraire. Ici, autour de cette table, il y a beaucoup de gens. Sincèrement, on les a vus évoluer, et c'est même les plus grands qui nous prennent en disant ceux qui arrivent, vous avez rien vu, vous allez voir ce qui va vous arriver. Bon, la philosophie de 45, c'est de dire on doit être là pour aider un jeune à se réinsérer avec une vision éducative. Donc, un adolescent, un enfant n'est pas un adulte. C'est peut-être une palissade de le dire, mais c'est comme ça. Moi, ce qui me gêne dans tout ce discours, bien entendu qu'il faut durcir la loi, bien entendu qu'il faut des sanctions qui soient immédiatement audibles par le mineur. Parce que le problème aujourd'hui, il ne comprend pas lorsqu'il est sanctionné. Donc il n'y a aucune raison qu'il s'arrête. Mais il faut tout faire pour qu'un mineur ne devienne pas un délinquant. Et cette partie prévention, on l'a oubliée. Il y a l'ordonnance de 45, il y a la loi sur les mineurs pour sanctionner, pour que ça soit efficace, oui, mais on oublie de dire que tout doit être fait dans la société pour qu'un enfant devienne un délinquant. Enfin, c'est le rôle des parents, c'est le rôle de l'école, et ça, on n'en parle plus. Enfin, le terme prévention est devenu complètement tabou, et pour pas dire une insulte. Sébastien Ménard. Moi, j'ai du mal à vous comprendre, François, parce qu'en fait, vous dites il ne faut pas qu'un enfant ou qu'un adolescent devienne un délinquant. On parle d'enfants et d'adolescents qui sont déjà délinquants. Enfin, oui, il faut empêcher qu'ils le deviennent. C'est ce qu'il dit. Non, mais ils le sont déjà. Ils le sont déjà. Je suis désolé. Quand vous avez chez vous ou ailleurs des gamins qui brûlent des bagnoles, qui violent des gamines ou qui tiennent des places fortes de deal, ou qui tuent au couteau pour un téléphone portable. Non, mais la question, Sébastien Ménard, c'est de dire entre ce que dit
mais ce sont déjà des délinquants. Sauf que, bien sûr, moi, on les a vus déraper. Il y en a qui sont signalés à l'âge de 5 ans, avec des troubles de comportement. Oui, avec des troubles de comportement. Qu'est-ce qu'on a raté, en fait? C'est que quand il y a les premiers signaux qui arrivent, il n'y a pas de prise en charge. Pour avoir un rendez-vous chez un pédopsychiatre quand un enfant est en train de déraper, c'est 2 ans d'attente si les parents acceptent de demander rendez-vous. Bon, donc on voit les enfants déraper, on connaît une situation familiale qui peut basculer, on connaît un comportement violent très jeune. Et ce qu'on fait, on les regarde et on les prend pas en charge. Et pourquoi on les regarde? On les regarde parce qu'il y a aussi un biais parmi tous ces professionnels qui font probablement un boulot très ingrat, un boulot très difficile. Il y a un biais. Il y a un biais permissif. Non, il n'y a pas de prise en charge. Quand il y a une prise en charge, on n'empêche pas. On en a sauvé beaucoup. En tout cas, pas assez. Mais pas assez, mais parce qu'il n'y a pas assez de prise en charge. François, je suis globalement d'accord avec vous, mais les familles, souvent, n'alertent pas les pédopsychiatres parce qu'elles considèrent qu'elles peuvent encore faire évoluer le mineur dans le bon sens. Non, mais souvent, il n'y a pas toujours des alertes. Non, mais ceux qui doivent alerter, on le sait, c'est l'école. Parce qu'à l'école, on constate le comportement problématique de l'enfant. Quand ils y vont les mineurs, là on parle d'enfants. Enfin là on parle d'enfants. C'est obligatoire. C'est l'école qui doit, c'est les clubs de sport, les associations. Là où ils y vont, c'est les bailleurs sociaux, les bailleurs sociaux. Je vous arrête parce qu'il n'y a pas d'enfants de 12 ans qui vont pas à l'école, ils vont tous à l'école. Non, mais vous plaisantez, j'espère. Non. Globalement, jusqu'à 16 ans, c'est plutôt bien surveillé. Bon, c'est les services sociaux qui doivent normalement aller visiter les familles et c'est le constat. Personne ne le fait, ça. Mais on est bien d'accord. Donc on est bien capable. Notre système de prise en charge préventive ne fonctionne plus. C'est ça. Et après, on les laisse déraper, ils deviennent des délinquants, et là, il faut les sanctionner. Mais ce qui est terrible, c'est qu'on dise, oui, il faut sanctionner un délinquant, moi, j'ai pas de problème, et plus efficacement qu'on le fait aujourd'hui, mais quand même, on devrait être capable de se dire comment on fait qu'un enfant ne devienne pas un délinquant. Comment on fait pour tout mettre en œuvre. Ça, on n'en parle plus. Vous pensez, comme François Pupponi, qu'aujourd'hui, il faut mettre le paquet sur la prévention, ou qu'au contraire, on a fait trop de prévention, et qu'il faut faire de la répression, notamment via la justice? On peut faire les deux. Moi, il faut faire les deux. Attention. Qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Quand ça a basculé, il faut de la répression efficace, mais il faut tout faire pour que ça ne bascule pas. Donc il faut de la prévention et de la répression. Le problème aujourd'hui, on ne parle plus que de répression, et entre nous, depuis 7 ans, et depuis que le président Macron est là, on ne parle plus de prévention. C'est devenu un sujet un peu tabou, et ça me désole. C'est aussi parce que la société s'est ensauvagée et que les jeunes sont de plus en plus durs et aller violents. sur notre sujet, parce que c'est la question du jour, c'est de dire, selon la gravité du crime, est-ce qu'on doit juger ces mineurs comme des majeurs, en fait? Moi, je suis tout à fait partisan de ce qu'avait déjà à l'époque proposé le président Sarkozy, entre 16 et 18 ans, les faire passer devant le tribunal correctionnel. Ça me paraît une évidence, et c'est un peu ce que propose Gabriel Attal. Moi, je suis partisan, à partir de cet âge-là, de les faire passer et d'éliminer radicalement l'excuse de mineur. Sauf que, si je peux me permettre, le vrai problème avec les mineurs délinquants, c'est de les sanctionner vite et bien dès la première infraction. C'est ça. Dès le premier délit. Voir Maurice Berger. Voilà. Et nous, ce qu'on fait, on va les faire passer à la fin, une fois qu'ils en auront fait 2, 3, 4, 10. Et donc, les 8 ou 9 où ils n'ont pas été pris en charge en termes de sanctions, eh bien, ça ne sera pas compréhensible. Donc, s'il faut, c'est les sanctionner vite et bien, tout de suite. Et pas forcément lourdement. Mais que ça soit efficace. Et ça, on ne sait pas le faire. Philippe Bilger, vous avez parlé de tribunal correctionnel. Je prends un exemple. Le tueur du petit Elias, multirécidiviste de l'attaque pour voler des téléphones portables. Il a 17 ans. Ne me dites pas qu'à 17 ans, vous ne savez pas ce que vous faites quand vous plantez un couteau à quelqu'un. Donc est-ce que là, c'est pas le tribunal? Ils savent pas ce qu'ils font. Ah bah excusez-moi, à 17 ans, on fait ce qu'on fait. À l'époque, moi j'ai vu des gens à 17 ans, ils arrivaient au service militaire, on leur apprenait à servir d'une baïonnette et d'un fusil d'assaut, et ils savaient ce qu'ils faisaient. Moi j'en ai vu un, lors d'une risque entre bandes, mettre un coup de couteau dans les fesses. Oui. Il se fait attraper. Je dis, mais putain, mais t'es complètement dégénéré. Enfin, non, mais dans les faits, je vais pas le tuer. Je dis, mais tu sais ce que c'est, l'artère fémorale? C'est quoi une artère fémorale? Il pensait qu'en donnant des coups de couteau dans les fesses, c'était pour lui faire mal et qu'il n'allait pas le tuer.
Ils n'ont pas de cerveau. Et Maurice ils n'ont pas de cerveau. Mais ne pas avoir de cerveau, c'est pas une circonstance atténuante devant le tribunal. Quand vous dites ils savent ce qu'ils font, ils ne savent. En tout cas, si eux ils savent pas ce qu'ils font, nous on sait ce qu'on a à faire. Attendez, mais il faut savoir à qui on s'adresse. Maurice Berger demande à un jeune, dans le micro. un jeune de 15 ans pourquoi il n'a pas, entre guillemets, planté l'autre. Il répond, c'est pas du tout parce que c'est mal, parce que mon copain m'a retiré. Bien sûr, je le sais, bien sûr. Et là, ça fait réagir beaucoup au 0826 300 300. 826 300 300. Jean-François est avec nous. Une réflexion, Jean-François, peut-être. Oui, mais bon, moi je suis à peu près d'accord avec tout ce qui se dit. Il faut qu'il y ait la même justice pour les mineurs et les majeurs. Mais le problème, c'est que le combat a été perdu déjà il y a 50 ans. Il faut tout revoir, quoi. Les conseils départementaux, les régions consacrent des sommes faramineuses pour lutter contre le fléau. Et ça s'arrête pas. Donc ça veut dire qu'on ne fait pas ce qu'il faut. Il faut rétablir l'autorité à tous les niveaux de la société, à commencer par la famille. Il faut responsabiliser les gens. Alors, votre chroniqueur a parlé du service militaire. Non, c'est moi qui en ai parlé. J'ai dit qu'à 17 ans à l'époque, on avait des jeunes appelés à qui on apprenait à se servir d'un fusil d'assaut et d'une baïonnette. Oui. Et que donc, ils savaient ce qu'ils faisaient s'ils s'en servaient. Donc, à 17 ans, l'autre qui a planté Elias, il savait ce qu'il faisait. Non, mais ce que je veux dire, c'est que nous, quand nous allions au service militaire, comme vous, on passait le conseil de révision. Oui. Tous, y compris ceux qui allaient être réformés. De sorte que, si dans le lot, il y en avait qui présentaient des caractères un peu déviants, il était toujours temps de s'en occuper. C'est vrai. Absolument. Parce qu'on les envoyait chez le psychiatre. Non, mais il a raison, c'était un scanner, en fait. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est fini. Tout le monde, il n'y a plus de service, plus d'autorité. Les familles baissent les bras. Et ça coûte une fortune à la collectivité. Alors, c'est pas une question d'argent, c'est une question d'ordre. François Pupponi, quand vous étiez maire de Sarcelles, est-ce que ça vous est arrivé de faire des couvre-feux parfois ? Bien sûr, c'est en 2007. Oui. Quand il y a eu 2005. Et nous, on a eu 2007 avec Villiers-le-Bel, puisqu'il y a eu les moments vieux. Est-ce que vous avez eu du résultat ? Mais c'est évident. Enfin, quand il y a eu le couvre-feu, ça se passait. Enfin, les quelques jours où il y a eu le couvre-feu, bien sûr que c'était efficace. Et le peu qui travaillaient dans la rue, on les attrapait. Et puis voilà. Après, le vrai sujet, moi qui était le mien, c'est que moi j'ai vécu des règlements de compte entre bandes avec 2 morts. Enfin, on a ramassé des enfants dans le caniveau, on allait dire aux parents que le gamin était mort, 17 ans, une horreur. Et là, on a mis en place un système qui est de veille permanente. C'est-à-dire que on essayait d'écouter tout ce qui se passait dans les quartiers pour comprendre, et dès qu'il y avait le moindre coup de poing, on essayait de réagir. Donc, on essaie de repérer avec l'éducation nationale les jeunes qui commençaient à avoir des problèmes, comment on pouvait les convoquer les parents. Donc il y avait une prise en charge des institutions pour alerter. Et on n'a pas tout réussi. Attention, je ne suis pas en train de dire que le risque zéro n'existe pas. Et moi, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui... Avec une vigilance, c'est ça que vous voulez dire. On était beaucoup plus vigilant. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, cette vigilance, elle n'existe plus trop. Voilà, on est uniquement dans le répressif. Après, c'est une question de moyens, des mairies aussi. C'est pas une question de moyens. C'est que les acteurs publics soient... des moyens de gens sur le terrain, oui, mais ils sont les gens. Mais qu'ils soient plus attentifs à tout ça. Sébastien Ménard, moi, je pense que... Pardonnez-moi, François, mais je pense que... Et je suis comme vous, je pense qu'il faut, et d'un côté, aider, soutenir, parler, négocier, mais d'un autre côté, il faut aussi, quelque part, réprimander, mais on est sévir, il n'y a pas de punir. problème, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais vis-à-vis, entre guillemets, de toutes celles et tous ceux qui travaillent beaucoup, payent beaucoup d'impôts, etc., se disent, mais qu'est-ce qui se passe dans mon, pardonnez-moi, putain de pays ? Comment les choses sont-elles gérées ? Comment on a pu en arriver là ? Donc, quand vous dites, ça fait 7 ans qu'on ne parle plus de pédagogie, de prévention, etc. Enfin, aujourd'hui, les gens, ils n'ont pas envie d'entendre parler de pédagogie, de prévention, d'exclusionnite. Aujourd'hui, les gens, ils se disent, il y a des jeunes qui meurent pour un téléphone portable. Il y a une gamine de 11 ans qui se fait massacrer par son voisin. Voilà. Non, mais d'accord, mais on peut être là pour, entre guillemets, faire plaisir aux gens, leur dire on va tous les enfermer. Non, mais c'est pas leur... La vraie question, on peut même pas, François, vous le savez très bien. On n'a même pas les maisons de correction, les maisons de redressement, les centres de fermés, etc. Les centres éducatifs fermés. On n'a même pas de moyens de pression sur les parents. On n'a aucun moyen de pression. Ces centres fermés, quand ils existent, il y a bien entendu une vertu éducative.
bien entendu, vertu pédagogique. Le problème, François, c'est qu'au fil du temps, on paye en permanence les conséquences de nos incuries. Exactement. Vous parliez de prévention tout à l'heure. C'est très vrai, mais le problème, c'est que lorsqu'on a des enfants de 12-13 ans qui commettent déjà le pire, on n'a plus le temps de mettre en œuvre le processus préventif parce qu'en réalité, il nous échappe radicalement. On va payer tout ça. Mais on le paye. Comment ça se passe? Celui qui commence à déraper, on le met de côté. Pour sauver les autres. Moi, j'ai vu à l'Éducation nationale, on les sortait de l'école pour les mettre de côté. En disant, il y en a 2 qui décodent, je vais sauver les 25 autres qui décodent pas. Voilà. Et donc, on les exclut et on les laisse déraper. En se disant, bon, allez, à 18 ans, ils feront une connerie, ils iront en prison. Le problème, c'est qu'ils font entre guillemets, les conneries. Mais grave, bien avant, voilà. Et donc, effectivement, on a abandonné. On a quoi, et maintenant, on dit, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas qu'abandonné, il y a aussi des gens qui font pas leur boulot, excusez-moi. Oui, bien sûr, les services sociaux, on paye des gens, il y a quand même... Enfin, on n'est pas dans une république bananière. Mais la vraie question, c'est, pour ceux qui ont basculé, qu'est-ce qu'on fait? La répression. On sanctionne. Est-ce qu'on peut éviter que ceux qui arrivent, ils basculent aussi? Voilà. Sinon, sincèrement, ça sera. On a parlé l'autre jour pour une submersion en termes d'immigration. Là, ça sera une submersion en termes de délinquance. On va être submergé par le problème. Quand on voit pas plus tard que la semaine dernière, un gamin de 8 ans ou 9 ans de CM1 est arrivé avec un couteau de 20 cm dans une école, je crois en Seine-et-Marne, parce qu'il avait un compte à régler avec un copain de classe, mais on se demande comment est éduqué cette jeunesse. Là, c'est les parents qu'il faut interpeller. Parce que, excusez-moi, mais on est chez les dingues. Parce que s'ils amènent un couteau à 8-9 ans, qu'est-ce qu'ils font à 14 Ça veut dire que si fouiller ses enfants avant de partir à l'école, ça va être compliqué. Oui, mais c'est terrible, mais c'est vrai. Merci beaucoup, messieurs. Jean-François, vous restez avec nous. On reviendra en quelques instants avec le qui c'est qui l'a dit. On fera une petite pause sur cette actualité bien triste. Allez, à tout de suite.